Bonjour. Alors la mécanique, c'est l'étude de la relation qu'il y a entre le mouvement et ce qui le crée, ou ce qui ne le crée pas, si justement c'est l'absence de mouvement, c'est l'équilibre. Et donc, en mécanique classique, ça va être le rapport entre la trajectoire d'un objet et les forces qui en sont à l'origine, en tout cas qui contrôlent cette trajectoire. Donc forcément, si on veut faire de la mécanique, eh bien, il va falloir être capable de décrire cette trajectoire. Donc, voilà, l'un des objectifs de base, c'est vraiment être capable de repérer l'objet dans l'espace au cours du temps. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette seconde leçon, après avoir introduit les grandeurs cinématiques. Donc on va voir comment repérer un point dans un espace, pour l'instant à 2 dimensions. Et ensuite on verra que à 3 dimensions, c'est pas beaucoup plus compliqué pour généraliser. Alors pour commencer, je vous propose une petite scénette, une petite vidéo qui va essayer de vous montrer que, eh bien, pour situer un point, eh bien, il y a plusieurs moyens. Ah, salut Kiki. Moi c'est Super Marcello. Dis-moi, j'ai un gros problème. Il faudrait que tu m'aides. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe, Super Marcello? Eh bien, tu vois, je suis tout petit. Et mon problème, c'est que ma voiture, elle est toute pourrie. Elle poue. En plus, tu sais, je suis plombier à Paris et j'ai plus la bonne vignette. Alors, il faut que je change de moyen de locomotion. Ah bon, et alors qu'est-ce que tu as trouvé? Eh bien, j'ai trouvé un moyen de locomotion vert. Vert? Ah oui, un moyen de locomotion écologique. Non, 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 j'ai trouvé un animal vert. Il s'appelle Yoshi. Mais comme je suis tout petit, je ne le trouve pas. Il est parti, cet idiot. Est-ce que toi, par hasard, tu le vois et tu peux me dire où il est, s'il te plaît? Ah oui, ça y est, je l'ai trouvé. Alors regarde bien. Il suffit d'aller dans cette direction pendant 50 mètres. Il est à 50 mètres dans cette direction-là qui est donnée par mon bras. Ok, super. Merci, grazie. Attends. Ouais, alors je vais peut-être avoir du mal avec cette direction. Est-ce que tu peux pas me donner un autre moyen pour que je retrouve mon petit Yoshi, s'il te plaît? Ah oui, c'est facile. Regarde, on va utiliser ces deux rues là. Tu vois, ça c'est Broadway et ça c'est la 55e. Eh ben, il suffit que tu ailles. Ah non, mince, on est à Paris. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, il suffit que tu prennes la 55e, la direction de la 55e pendant 40 mètres, et ensuite tu prends la direction parallèle à l'avenue de Broadway pendant 30 mètres, et tu arriveras à Yoshi. Ok, mais là c'est sens interdit. Il n'y a pas un autre moyen de faire? Si. Alors tu peux commencer par aller sur l'avenue de Broadway pendant 30 mètres, et ensuite tu prends la direction de la 55e rue parallèle pendant 40 mètres. Ok, super, c'est parti. Alors que conclure de cette vidéo? Bon, évidemment que le talent n'est pas inné et qu'il est réservé à certaines personnes. Bon, mais sinon, donc on a pu voir que on est capable de décrire la position d'un objet de deux manières complètement différentes. Donc on prend en fait deux points de vue différents. Soit on prend des directions qui sont fixes, importantes, et du coup on les utilise pour positionner l'objet, ou alors on prend comme direction directement la position de l'objet. Donc on décrit le même objet au même endroit, mais on le décrit de deux manières différentes. Et donc là, dans la vidéo, on a vu deux manières, mais il y en a encore d'autres. Par exemple, le GPS, il fonctionne en donnant la distance par rapport à plusieurs points. Plusieurs points qui sont plusieurs satellites. Bon, bref. Nous, ici, on va utiliser des repères. Donc on va voir maintenant mathématiquement comment ça se traduit ces deux façons de faire. Alors, donc pour ça, on va utiliser, comme souvent, une petite simulation. Hop. Alors, donc ici, on va déjà placer le Yoshi, le point M. Voilà, donc ici, on a le centre du repère, qui est la référence.
et on veut donc positionner le point M, Yoshi, par rapport à cette référence. Et donc ici, il y a les deux directions particulières, qui sont ici orthogonales, comme dans l'exemple de la vidéo, mais elles ne le sont pas forcément, mais en général en physique, on les prendra toujours orthogonales. Voilà donc les deux directions de référence. Et donc ces deux directions vont être la base du repère cartésien, qui va nous servir donc à décrire le point M. Alors, ce repère cartésien va être caractérisé par deux vecteurs unitaires. Donc ces deux vecteurs unitaires vont déjà nous donner les deux directions, ici particulières, le sens qu'on va prendre comme étant le sens positif, donc ici ça va être vers la droite et vers le haut, et ensuite ces vecteurs vont également définir l'unité, donc pour tout ce qui est distance. C'est pour ça qu'on les appelle des vecteurs unitaires, ça veut dire que c'est ce qui va imposer l'échelle. Cette distance-là correspond à 1, et idem ici. Du coup, pour positionner le point M, donc ici c'était dans la vidéo l'exemple de je prends la direction correspondant aux rues. Donc pour dire où est le point M, eh bien, il suffit que je dise à combien d'unités le point M est dans cette direction et dans ce sens, et à combien d'unités, même chose, il est dans cette direction et dans ce sens. Donc pour savoir cette quantité, eh bien, je prends le point M et je vais ici placer eh bien, les projetés du point M sur ces deux directions. Et donc ici, on voit que le point M, lorsqu'on le projette sur la direction horizontale, eh bien, ça correspond à 5 unités, c'est-à-dire 5 fois la longueur du vecteur EX. Donc ça veut dire que pour aller au point M à partir du point O, eh bien, il va falloir se déplacer de 5 unités dans la direction EX. Et ensuite, il va falloir se déplacer de 2 unités dans la direction et le sens EY. Voilà, et donc on appelle X la quantité dont il faut se déplacer dans la direction du vecteur unitaire EX. Alors au lycée, vous l'appeliez peut-être I et lui J. En fait, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un nom, on va dire, générique pour les vecteurs unitaires. Donc on peut les appeler soit E, c'est peut-être un petit peu plus dans la littérature anglo-saxonne, ou souvent on l'appelle aussi U comme unitaire. Bon, moi je l'appelle E, c'est l'habitude que j'ai. Donc E quelque chose, ça veut dire vecteur unitaire. Et ce qui va être en indice, eh bien, ça va être ce qui va préciser la direction et le sens. Donc ici EX, eh bien, c'est le vecteur unitaire dans la direction et le sens de X. Et donc ce qu'on appelle X, eh bien, c'est la quantité nécessaire dont il faut se déplacer dans la direction et le sens de EX pour atteindre eh bien, le point qu'on cherche à décrire. Donc ici, le point M, eh bien, il va être caractérisé par X égale 5 ici, parce qu'il faut se déplacer de 5 selon EX, et de Y égale 2. Donc finalement, vu que ces deux directions et les vecteurs unitaires sont posés, eh bien, ce qui va caractériser n'importe quel point de cet espace à deux dimensions, eh bien, ça va être le couple X, Y. Si vous connaissez X et Y, vu qu'on connaît les directions et le sens de EX et de Y, eh bien, on peut placer n'importe quel point, on peut le repérer. Donc ça, c'est le principe du repère cartésien. Bon, je pense qu'il n'y a rien de bien nouveau ici. On va quand même le résumer là. Donc, hop, on va aller assez vite parce que c'est quand même assez simple, mais il faut prendre les bonnes habitudes tout de suite. Donc, ici, on a, hop, donc EX et EY. On prend donc un point M, alors je ne peux pas le prendre là, ici, donc comme on a vu sur la simulation, donc cette distance-là, alors par contre attention, c'est une distance algébrique. X peut être positive ou négative, parce que si le point M était de l'autre côté, eh bien il faudrait se déplacer dans le sens opposé à EX.
Donc x serait négatif justement pour préciser ça, qu'il faut aller dans l'autre sens. Donc là, sur cet exemple, x et y sont positifs parce que le point M est dans la direction et le sens de EX et idem pour EY. Voilà. Et donc, pour positionner le point M, eh bien, EX et EY étant donnés, eh bien, on a OM qui est égal à XEX, c'est-à-dire qu'il faut se déplacer de la quantité X dans la direction et le sens de EX, et vu que EX c'est 1, ben, du coup, quand vous multipliez X par EX, ça donne bien comme norme X, donc qui est la quantité dont il faut se déplacer. Alors, pardon, j'ai dit norme, mais à distance algébrique. Plus, donc, Y, EY. Donc, il faut se déplacer de X dans la direction X, Y dans la direction Y, et l'ordre importe peu. Vous pouvez soit commencer par X, soit commencer par Y. Voilà. Et donc, ce qui va être très important pour la suite, c'est que EX et EY sont fixes. Ils ne dépendent pas du point M. Donc je vais les appeler entre guillemets universels. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi votre repère, eh bien EX et EY sont donnés une fois pour toutes. Donc ça va être très important parce que l'autre repère ne va pas être comme ça. Alors allons-y justement. Donc maintenant je vais introduire le repère qu'on appelle polaire ou cylindrique à 3 dimensions. Et donc c'est celui dans la vidéo qui correspond à lorsqu'on donne la direction directement du point qui nous intéresse. Donc au lieu de dire vous allez de temps dans cette direction et de temps dans cette direction, eh bien carrément je vise le point qui m'intéresse. Je donne directement la direction du point qui m'intéresse. Eh bien ce vecteur, à nouveau unitaire, qui va être par définition dirigé vers le point d'intérêt, eh bien on va l'appeler E indice ρ. Alors, pourquoi cet indice ρ? Eh bien c'est parce que une fois qu'on a défini la direction, pour placer le point M, ce dont on a besoin uniquement, eh bien c'est la distance. Parce que si vous connaissez la direction, il ne manque plus que la distance pour placer le point. Et cette distance, eh bien, on l'appelle en général ρ. Donc voilà pourquoi eh bien, ce vecteur va s'appeler euro, parce que quand la distance ρ varie, eh bien, le point M se déplace dans cette direction, dans la direction du vecteur euro. Donc ici, le point M va être caractérisé par à nouveau deux choses, c'est sa distance ρ et la direction par rapport à O, qui est donc la direction du vecteur unitaire euro. Mais comment faire pour définir ce vecteur unitaire euro? Donc on sait qu'il est unitaire, donc sa norme vaut 1, mais maintenant quelle est sa direction? Eh bien en fait ici on est obligé, pour définir le vecteur euro, d'avoir une direction de référence. Parce que par exemple si je vous dis la direction elle est à 45 degrés, ouais, mais 45 degrés par rapport à quoi? Donc il faut ce par rapport à quoi? Donc en fait ce nouveau repère, cette nouvelle manière de positionner le point, eh bien en fait ça va être dérivé du repère cartésien. Il faut que vous définissiez vos directions fixes pour ensuite pouvoir définir la direction qui, elle, est caractéristique directement du point M. Et donc, comment faire pour caractériser euro? Eh bien, vu que on connaît sa norme, on a juste besoin de la direction, eh bien sa direction, elle va être caractérisée par l'angle qu'il y a par exemple par rapport à l'axe X. Donc cet angle souvent on l'appelle phi, et donc si on connaît phi, donc l'angle ici, eh bien on connaît la direction de euro. Et si on connaît la direction de euro, encore une fois, uniquement avec la distance ρ, eh bien vous êtes capable de placer le point M. Donc finalement, ici le point M il est décrit par ρ et par euro, mais euro lui-même va être défini par l'angle phi. Alors, vous aurez remarqué qu'il y a un deuxième vecteur ici. En fait, ce vecteur, il ne sert pas pour le point M.
il servira lors de la prochaine leçon lorsqu'on va définir eh bien, les autres grandeurs cinématiques, par exemple vitesse et accélération. Alors ce vecteur, lui aussi unitaire, eh bien, il est très simplement défini. L'idée, c'est d'avoir un autre repère orthonormé. Donc en fait, je le définis comme étant à chaque instant perpendiculaire au vecteur euro qui lui est forcément dirigé vers M. Donc ici, vous avez un angle de plus pi sur 2 dans le sens trigo. Et donc, vous avez ici le vecteur unitaire E phi. Même s'il ne nous sert pas, on va tout de suite prendre l'habitude de le placer. Voilà, donc à nouveau, on va tracer ce repère, parce qu'il faut prendre l'habitude de le tracer par soi-même. Alors allons-y. Donc à nouveau, il faut commencer par tracer les directions de référence, au moins une. Par exemple X. Ensuite, à nouveau, je place le point M. Et donc ici, ce qui va compter, c'est la direction directement qui nous donne le point M. Voilà. Et donc à partir de là, je définis le vecteur unitaire dans cette direction. Je l'appelle euro, enchanté. En plus, c'est bientôt l'euro de foot. Et donc, la direction, elle est définie par euro. Et la distance, eh bien, elle va être donnée par ρ. Donc ρ, c'est une distance en termes de dimension, par exemple 50 mètres. Voilà, mais donc pour définir euro, eh bien, on a besoin de l'angle par rapport à une direction de référence qui ne bouge pas. Donc cet angle, on l'appelle phi. Et donc, finalement, pour placer le point M, eh bien, on a besoin de la connaissance de deux coordonnées qui vont être dans ce repère ρ et phi. Parce que si vous connaissez phi, vous pouvez placer euro. Et une fois que vous avez placé euro, si vous connaissez la distance, eh bien c'est bon, vous pouvez positionner le point M. Et donc je place, comme on l'a dit tout à l'heure, le vecteur E phi qui fait plus pi sur 2 par rapport à euro. Alors, ce qui est donc très important maintenant qu'on a défini ce nouveau repère, c'est comment on va écrire le vecteur position, puisque le but c'est bien de trouver la position, donner, expliciter la position du point M. Eh bien ici c'est très différent du repère cartésien. Encore une fois, vous avez la direction du point M et du coup vous avez juste besoin de la distance pour pouvoir poser le point M. Donc en fait, le vecteur OM, eh bien, il est forcément dans la direction de euro puisqu'on l'a posé comme ça, on l'a défini comme ça. Euro, c'est la direction du centre du repère vers le point d'intérêt. Donc forcément, OM est dans la direction euro. Euro qui dépend de phi. Donc je mets entre parenthèses, mais ici phi n'est pas explicite. Il est, comment dire, c'est euro qui dépend de phi. Et donc OM est dans la direction et le sens de euro, mais vu que euro il est unitaire, eh bien OM finalement c'est euro multiplié par cette quantité-là, par cette distance-là, et cette distance-là c'est ρ. Donc, dans un repère polaire ou cylindrique à 3 dimensions, eh bien, le vecteur position c'est ρ fois euro. Et alors attention, il y a toujours des étudiants qui se trompent parce que il y a le réflexe. Vu que OM c'est XEX plus YEY, et ben, dans ce repère-là, il y a euro phi, alors OM c'est euro plus phi e phi. Bah ouais, c'est pareil. Bah non. Donc ça, il faut absolument vous l'enlever de la tête. C'est complètement différent. On est dans une autre façon de décrire la position du point, donc c'est normal que le vecteur position s'exprime lui aussi d'une manière totalement différente. Donc on connaît la direction, donc on a juste besoin de la distance, donc OM c'est ρ euro. Voilà donc ce qui est fondamental et ce qui est un petit peu nouveau.
Alors ensuite, vu que c'est le même point qu'on cherche à décrire, eh bien forcément, il doit y avoir une relation entre les deux descriptions. C'est un petit peu comme si vous faites un discours en deux langues différentes. Bah, vu que le discours est le même, il y a une traduction directe entre les mots que vous faites dans un discours et les mots que vous faites dans l'autre discours. C'est la traduction. Et bien, donc là, on cherche la traduction entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques. Alors, c'est assez simple, surtout qu'on a déjà fait ça avec les nombres complexes. Donc, je réutilise ce graphe, je retrace ce que sont les coordonnées x et y, et on a direct la relation, puisqu'on a deux triangles rectangles ici. Donc on a que ρ est l'hypoténuse, x est le côté adjacent, phi l'angle, et y le côté opposé. Donc on a directement que x sur ρ, donc ça c'est adjacent sur l'hypoténuse, c'est donc cosinus phi. On a que y sur ρ est égal à sinus phi. Donc, je peux en déduire que x c'est ρ cos phi, y c'est ρ sin phi. Voilà. Donc ça c'est la relation entre x ρ et phi et y ρ et phi. Donc c'est-à-dire que si vous connaissez ρ et phi, vous pouvez en déduire x et y. Et on peut se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire si on connaît x et y, comment faire pour en déduire ρ et phi? C'est pas très compliqué. Hein. Vous mettez au carré chaque terme. Ça fait x carré c'est ρ carré cos carré, y carré c'est ρ carré sin carré. Vous faites la somme des deux. Et vous en déduisez que x carré plus y carré est égal à ρ carré, puisque cos carré plus sin carré ça fait 1. Donc ça c'est si vous voulez ρ à partir de x et y. Maintenant si vous voulez phi à partir de x et y, eh bien il faut éliminer ρ, donc vous faites par exemple y sur x est égal à tangente phi. Alors c'est à pi près, donc après bon, bah, voilà, il faut trouver quel est le bon angle. Ok. Alors ensuite, on peut également exprimer les vecteurs unitaires d'une famille, enfin d'un repère par rapport à l'autre. Alors par exemple ici, donc euro est comme ça, EX il est comme ça. Donc en fait euro, EX là, EY là. Donc euro, eh bien on peut le projeter sur EX et EY. Alors on va refaire ça beaucoup dans 2 leçons lorsqu'on va faire de la dynamique, parce qu'il va falloir être capable de projeter les forces sur les différents axes. Donc on va beaucoup s'entraîner, parce qu'en général en terminale ça vous pose problème. Donc en tout cas ici, euro, donc si je le projette sur la direction de x, eh bien ça me fait cette quantité-là. Je sais que euro est un vecteur unitaire, donc sa norme est 1. Du coup, la projection, c'est ça, la projection sur x. C'est le côté adjacent, à nouveau, de ce triangle rectangle dont l'angle est phi. Donc la projection de euro sur la direction de x, c'est égal à la norme de euro fois cos phi. Et la projection sur la direction de y, eh bien c'est le côté opposé. Donc ça va être le sinus de phi fois la norme de euro, c'est-à-dire 1. Donc on en déduit que eh bien, euro s'exprime comme étant donc sa composante selon x, qu'il faut multiplier par EX, puisque c'est un vecteur, donc il faut dire que c'est la quantité dans la direction de x multipliée par le vecteur unitaire, plus sinus phi EY. Voilà. Il faut faire la même chose pour E phi, donc E phi, lorsque vous le projetez ici, on voit que la composante selon y, parce qu'en fait on retrouve phi ici, bon je vais un peu vite, mais encore une fois on retravaillera tout ça. Donc on retrouve phi ici, donc cette projection là, donc c'est cosinus phi fois la norme, mais qui est 1. Et ensuite il y a cette projection là, donc sur x, qui est négative, et qui est le côté adjacent, donc ça va être moins sinus phi.
Bon, là, je pense que certains ont peut-être un petit peu du mal en regardant la vidéo. Bon, on reverra tout ça encore une fois. Donc E phi, c'est moins sin phi EX plus cos phi EY. Voilà, bon, on pourrait aussi exprimer EX et EY en fonction de euro et E phi. Voilà, donc, c'est pas exclusif, hein, si vous commencez à décrire un problème, par exemple en coordonnées cylindriques, eh bien vous pouvez repasser aux coordonnées cartésiennes assez facilement. Un exemple pratique, c'est dans Scilab, Python, MATLAB, tout ça, eh bien pour faire des cartes de champs, eh bien on a besoin d'exprimer les champs vectoriels en coordonnées cartésiennes. Or, parfois, souvent, c'est intéressant d'un point de vue théorique de les exprimer en repères cylindriques. Donc en fait, pour pouvoir tracer les cartes de champ, il faut, dans les fonctions, passer de cylindrique ou polaire à cartésien. Donc il faut utiliser ce genre de relation. Voilà. Alors maintenant, on va peut-être faire une petite pause. Bon non, pas besoin. Alors, donc là, j'ai été capable de placer un point. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque le point se déplace? Comment je fais pour caractériser ce déplacement? Et ça, peut-être que vous sentez venir la suite, puisque qui dit déplacement, si vous le ramenez au temps, eh bien, on parle de vitesse. Donc, en fait, on va voir, ici, on va entrevoir comment faire pour exprimer les grandeurs cinématiques dans ces deux types de repères. Est-ce que ça change beaucoup ou pas le fait d'utiliser deux directions fixes, ou au contraire d'utiliser une direction qui est toujours dirigée vers l'objet? Alors, donc, déjà, je vais commencer donc à tracer le point M', qui est donc en fait le point M à un instant ultérieur suffisamment petit. Du coup, ce point M', à l'instant, on va dire t plus dt, eh bien, on peut le décrire soit en coordonnées cartésiennes, soit en coordonnées polaires. Donc, en coordonnées cartésiennes, eh c'est le même principe, hein, on regarde la quantité sur x, la quantité sur y. Bon. Et puis en coordonnées polaires, eh bien, toujours, on va regarder la direction de haut vers ce nouveau point, M'. Ça nous définit le vecteur euro', toujours de norme 1, mais il y a une nouvelle distance, a priori, qui s'appelle ρ', et donc également un nouvel angle qu'on va appeler phi', puisque ici, le point M', et vous voyez que sa direction a changé, donc il y a un nouvel angle. Alors, pour en être sûr de ça, je vais tracer les deux en même temps. Donc ça commence à être un petit peu le bazar, mais par exemple ici, donc on a euro pour le point M qui est dirigé un peu plus bas que euro', qui est vers le point M' qui est un peu plus haut. Donc ça change la direction euro. Et donc on voit ici que les angles par rapport à x ont changé à peu près de 6 degrés. 6 degrés et quelques. Donc fondamentalement, le fait que le point M se soit déplacé, eh bien, ça ne change rien. Hein. À partir du moment où vous avez choisi un repère, ben, vous continuez à l'utiliser. Donc en cartésien, ben, ça change x et y. Et en polaire, eh bien, ça change la direction du vecteur euro, donc aussi le vecteur phi, puisqu'il fait toujours plus pi sur 2. Et puis donc cette direction change avec le changement d'angle, donc qui donne la direction de M', et puis il y a aussi changement de distance. Alors maintenant, comment on va faire pour exprimer ce déplacement? Parce que le déplacement, c'est pas juste le point M', c'est donc la différence entre M et M'. Donc ce déplacement, ici, on l'appelle DOM. On l'a déjà démontré lors de la première leçon. Donc DOM, c'est le déplacement du point M qui est suffisamment petit par rapport, on va dire, à la trajectoire globale du point M. Donc on peut considérer que c'est un bout de segment. Et donc ce déplacement, comment je fais pour l'exprimer dans mes deux repères? Alors, je vais utiliser une autre simulation. Alors, je vérifie juste que je ne me suis pas gouré, ouais, c'est bon. Hop, voilà. Donc ici,
au lieu d'introduire un point M et un point M', plutôt je vais tracer le point M à différents instants et les repères associés avec les coordonnées associées. Donc ici, je démarre, et donc le point M va se déplacer. Donc j'ai mis une certaine dépendance avec le temps des coordonnées. Voilà. Donc le point M se déplace, et vous avez les repères, entre guillemets, qui s'adaptent au déplacement du point M. Alors qu'est-ce qui change lorsque le point M se déplace? Eh bien, si on ne regarde que ce qui a trait aux coordonnées, aux repères cartésiens, mais vous voyez que lorsque le point M se déplace, les deux directions ne changent pas, x et y. Par contre, ce qui va changer, ce sont les valeurs de x et de y. Donc en repère cartésien, qui dit variation de la position, dit variation des coordonnées x et y. Par contre, les deux directions de référence, elles ne bougent pas. C'est le principe des coordonnées cartésiennes. Maintenant, si on focalise sur les coordonnées cylindriques. Donc, à chaque instant, le vecteur euro est dirigé vers le point M. Du coup, lorsque le point M se déplace, eh bien, le vecteur euro change. Si vous visez quelque chose qui bouge, eh bien, forcément, il faut que vous changiez votre direction de visée. Donc ici, ce qui va varier en coordonnées cylindriques, eh bien, c'est la valeur de l'angle qui varie pour que le vecteur unitaire soit toujours dirigé vers M, et également la distance ρ. Alors comment ça va se traduire ça? Donc on a dit, pour les coordonnées cartésiennes, il y a juste une variation de x et de y. Et donc cette variation de x et de y, eh bien, vu qu'elle est très petite, eh bien, on peut l'appeler dx, puisque le x pour le point M il est là, le x pour le point M' il est là, donc la variation de x, eh bien c'est ça. Et donc on peut l'appeler dx parce que le déplacement est très petit. Donc il y a une toute petite variation de la valeur de x entre M et M'. Donc petite variation de x et petite variation de y, donc on appelle dy. Et du coup DOM, le vecteur DOM, ce déplacement, eh bien ça va être dx dans la direction de EX plus dy dans la direction de EY. Voilà comment on exprime un déplacement dans les coordonnées cartésiennes. Donc je ne refais pas un schéma, on utilise l'animation. Donc on est parti de OM. Donc ici je dis que ça dépend du temps puisque ça se déplace. L'objet se déplace, donc la position dépend du temps. Donc en cartésien, OM, donc c'est x, EX plus y, EY. Et donc lorsqu'il y a un mouvement, eh bien x et y dépendent du temps. Et le déplacement à ce moment-là, DOM, eh bien on a montré que ça pouvait s'exprimer comme étant dx dans la direction de EX plus dy dans la direction de EY. Alors, en fait c'est cohérent parce que le petit d ici qui veut dire variation élémentaire, donc souvent au début on le confond un petit peu avec dérivée, mais en fait cette variation élémentaire a les mêmes propriétés opératoires que la dérivée. Et donc ici vous avez le vecteur OM qui est une somme de deux termes, donc si vous faites la différentielle, en fait ça s'appelle différentielle, et bien la différentielle d'une somme c'est la somme des différentiels, donc ça va être la différentielle de ce terme-là plus la différentielle de ce terme-là. Sauf que dans chacun des termes, EX et EY sont fixes, ne changent pas, il y a juste X et Y qui changent. Donc quand vous faites la différentielle de X fois EX, eh bien ça fait juste la différentielle de X parce que EX est d'une constante. Donc voilà pourquoi DOM, c'est DX, EX plus DY, EY. Donc en fait c'est cohérent avec ce qu'on a vu sur la simulation. Alors, c'est pas l'objet de cette leçon, mais on ne peut pas ne pas l'écrire. Du coup, on a vu que la vitesse, c'était le déplacement ramené au temps de déplacement. Du coup, en fait, il y a juste à diviser par dt. Il faut diviser tout ça par dt. Ensuite, je distribue. dx sur dt EX plus
dy sur dt, ey. Donc en fait, on retrouve ce que vous avez déjà utilisé évidemment au lycée. Donc c'est le fait qu'en coordonnées cartésiennes, eh bien, chaque composante de la vitesse, parce que ça du coup c'est la composante de la vitesse sur x, donc on peut appeler vx, ça c'est la composante de la vitesse sur y qu'on peut appeler vy. Donc la vitesse intrinsèquement c'est la variation de la position par rapport au temps, donc c'est dom sur dt, mais en coordonnées cartésiennes, eh bien, on peut dire que la composante, les composantes de la vitesse sont égales aux dérivées des composantes de la position. Donc c'est très simple. Donc ça c'est assez sympa pour les coordonnées cartésiennes. Et donc ça l'est moins pour les coordonnées cylindriques. Pardon, donc on va retourner sur la simulation. Ah, pas celle-là, l'autre. Voilà. Donc ici, il y a eu déplacement du point M vers le point M'. Donc en coordonnées cylindriques, comment ça se traduit? Donc variation du vecteur unitaire, donc variation de l'angle, et puis a priori variation de la distance. Donc ici, la nouvelle distance, donc j'ai tracé le cercle de centre O qui passe par le point M. Du coup, ça nous permet de voir la variation de la distance entre le point M et le point M' par rapport à O. Donc cette variation de la distance, elle est petite, donc on va l'appeler dρ, c'est la petite variation de ρ. Et puis donc, vous avez également, alors pour ça il faut que j'efface un petit peu, hop, voilà, alors c'est tout petit, mais là vous avez du coup la variation de l'angle entre la direction de M et la direction de M', donc déφie. Donc il y a variation de la distance, variation de l'angle, et cette variation d'angle, ça va traduire la variation de la direction. Alors, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce déplacement DOM, eh bien, il est ni dans la direction de euro, ni dans la direction de euro'. En fait, on voit que, eh bien, il va y avoir une partie dans la direction de euro, et puis une partie perpendiculaire à la direction de euro, c'est-à-dire dans la direction de Eφ. C'est là qu'on voit l'importance de cet autre vecteur unitaire, Eφ, parce que dès qu'on parle plus de position, mais par exemple de déplacement ou encore d'autres choses, d'accélération, etc., et bien du coup, euro ne va plus être l'unique direction, parce que euro c'est l'unique direction, mais pour la position du point. Mais après, tous les autres vecteurs, n'ont aucune raison d'être dans cette direction-là. Donc il va falloir utiliser les autres vecteurs unitaires. Donc ça va être l'objet de la troisième leçon, mais déjà ce qu'on peut dire, donc c'est que on rappelle qu'en coordonnées cylindriques, eh bien, OM de t, donc c'est ρ fois euro, mais lorsqu'il y a un déplacement, eh bien ρ varie au cours du temps, et également euro. Encore une fois, parce que c'est vraiment ultra important. Voilà. Donc regardez bien euro au cours du mouvement. Donc encore une fois, c'est comme quelqu'un qui vise. Euro s'adapte. Sa norme c'est toujours 1, mais euro a toujours la direction du point M. Donc, quand on va calculer DOM, donc on va faire la différentielle, et bien, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ça marche comme une dérivée, donc ici, il faut que je fasse la différentielle de ce produit de deux termes, et chaque terme dépend du temps. Donc la différentielle, eh bien, ça va être u'v plus uv', donc ça va être dρ fois euro, plus ρ fois la différentielle fois la variation élémentaire de euro. Et en fait, ce qu'on a montré avec la simulation tout à l'heure, c'est que a priori, il va y avoir quelque chose dans la direction de euro, donc ce dρ, plus quelque chose dans la direction
de E phi. Et donc, on voit bien ce qui est dans la direction de euro. Par contre, on ne voit pas trop ce qu'il y a dans la direction de E phi. Donc ça voudrait dire que la variation de euro ici est dans la direction de E phi. Mais ça, on le montrera dans la prochaine leçon. Mais en tout cas, on voit que les choses ont l'air beaucoup moins simples en repère cylindrique qu'en repère cartésien. En tout cas, pour ce qui est des expressions des différentes grandeurs. Alors, quelques cas particuliers. Alors déjà, supposons que on sait que le mouvement est rectiligne. Je sais pas, par exemple, vous avez un train qui est sur des rails qui sont rectilignes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, la direction ne change pas. Donc ça veut dire que on peut choisir parmi les directions de référence, qui sont X et Y, eh bien on peut choisir une des deux qui sera dans la direction du mouvement. Donc par exemple, je peux choisir X qui est dans la direction du mouvement, et à ce moment-là, ça veut dire que le point M à l'instant T sera là, le point M à l'instant T' sera là, etc. Donc, conséquence de ça, en ayant fait ce bon choix, eh bien ça veut dire que OM ici sera uniquement X EX, et le déplacement ici DOM, eh bien, il ne se fera que selon l'axe X, donc directement, on peut dire que DOM, eh bien, ce sera juste un DX dans la direction de EX, avec DX qui est cette quantité-là. Qui pourrait d'ailleurs être négative, hein, si le point M va vers le centre. Voilà, donc, dans le cas d'un mouvement rectiligne, c'est intéressant d'utiliser les coordonnées cartésiennes. On a des choses relativement simples. Deuxième exemple, on ne va pas en faire trop, mais juste pour qu'on se rende compte un petit peu des simplifications lorsqu'on a des mouvements qui sont particuliers, eh bien on va prendre le mouvement circulaire. Donc supposons qu'on ait un point M voilà, qui se déplace selon un cercle. Donc on a le centre qui est ici, et donc on a, d'après la définition qu'on a vue du repère cylindrique, euro et Eφ qui sont définis comme ça, donc euro qui est toujours vers le point M et Eφ qui fait plus pi sur 2. Ce qui est caractéristique d'un mouvement circulaire, c'est quoi? C'est que la distance entre le point et le centre est une constante. On peut l'appeler par exemple R. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on va pouvoir simplifier déjà l'expression de OM, puisque OM c'est ρ euro, et ici ρ c'est une constante, c'est R dans la direction de euro. Et ensuite pour ce qui est du déplacement, ici on voit bien que le déplacement, eh bien, il est comme ceci, DOM. Donc en fait, graphiquement, on voit déjà que DOM, eh bien, il est dans la direction de Eφ. Si je fais le calcul avec la différentielle, ici ce qui change par rapport au cas général, c'est que R est une constante. Donc finalement, il n'y a que euro qui varie. Lorsque le point M tourne, eh bien, la direction de euro change. Donc lorsque vous faites la différentielle de, R fois euro, eh bien R est une constante, donc on peut la sortir de la dérivée. Et donc il reste juste R fois D euro. Donc ici, on n'aura qu'un seul vecteur qui nous permet de décrire le déplacement et un seul vecteur qui permet de décrire la position. Si on avait décrit ce mouvement en coordonnées cartésiennes, eh bien on n'aurait pas du tout ça, on aurait à chaque instant un x et un y, avec x carré plus y carré égale r carré. Donc on aurait quelque chose de beaucoup plus compliqué.
Donc lorsqu'on a un mouvement circulaire, il est bien plus utile d'utiliser les coordonnées cylindriques ou polaires à 2 dimensions. Voilà, alors pour conclure, donc on vient de voir qu'il y a 2 possibilités pour décrire la position et également le déplacement et toutes les grandeurs cinématiques. Donc il y a 2 choix différents. Soit on fait le choix d'utiliser à 2 dimensions 2 directions qui sont fixes, qui sont de référence. Et à ce moment-là, ce qui va caractériser la position d'un point, ce sont ces 2 coordonnées, qui sont donc les quantités qui nous permettent de placer ce point, donc qui sont en fait les quantités qui correspondent à la projection de ce point sur chacune des directions. Ou alors, donc on a un autre point de vue, c'est au lieu de prendre des directions fixes, eh bien, au contraire, je choisis une des directions qui est toujours vers le point intéressant. On a toujours 2 coordonnées, mais du coup, on a un angle qui nous permet justement de caractériser cette direction, et une seule distance, qui est la distance entre le centre et le point d'intérêt. Donc, ensuite, on voit que du coup, les grandeurs cinématiques vont s'exprimer de manière différente, donc ça va être l'objet vraiment central de la leçon 3. Et du coup, pour finir cette leçon, on peut se demander, du coup, qu'est-ce que j'utilise plutôt, le cartésien ou le cylindrique? Alors, c'est difficile de donner des règles absolues, mais quand même, globalement, on va plutôt utiliser un repère cylindrique lorsque on est sûr que le mouvement est de rotation. Donc on l'a vu précédemment, ça permet de simplifier les choses. Mais également, on utilisera un repère cylindrique lorsque on aura un mouvement dans lequel le point central va être très important. Alors très important, ça veut dire quoi? Par exemple, lorsqu'on prend le mouvement d'un satellite autour d'une planète, ou une planète autour d'une étoile, eh bien, le barycentre de ce système va être très important, donc souvent on prend comme étant le centre de l'étoile, parce que toutes les forces vont, si la force de gravité, va tout le temps être dirigée vers ce point central. Et donc du coup, cette direction-là, entre l'objet et le point central, va être une direction ultra importante du problème, et donc ça correspond à une direction du repère cylindrique. Donc ce sera ici très intéressant d'utiliser le repère cylindrique. Du coup, le cartésien, quand est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, lorsque, comme on l'a vu, il y a une direction qui est très importante, donc par exemple, on sait que le mouvement sera uniquement cette direction, ou alors, par exemple, on sait qu'il y a une force très importante qui est dans cette direction fixe, typiquement lorsqu'il y a des chutes libres. Et puis, autre cas, c'est en fait lorsque on est dans un cas qui est non particulier. En fait, dans un cas totalement quelconque, ce sera plus facile d'utiliser un repère cartésien qu'un repère cylindrique. Voilà donc pour cette leçon qui fait découvrir donc ce nouveau type de repère.